Comment il a survécu 6 ans en banque d'affaires. Aujourd'hui, on va regarder cette vidéo du youtubeur Defiant Gatekeeper, mais pas la vidéo en entier. Je vous ai préparé un extrait avec moins de la moitié de la vidéo, les meilleurs extraits, pour voir comment survivre en banque d'affaires, si tu vas aller en banque d'affaires, si tu considères l'option, ou même si ça t'intéresse d'avoir des retours d'expérience concrets de quelqu'un dans un milieu extrêmement compétitif. On va voir aussi à la fin combien il gagne. Voilà, là tu vois ça à l'écran. Bref, ce qu'il a détesté, ce qu'il a aimé, les conseils, comment il a survécu overall. I started working as an intern in the mergers and acquisition team of the investment bank. My internship started with an office tour, which was just amazing. The glass building with a view of the river and spacious offices with marble walls, and just something which made me feel so good about myself. After a short orientation and a week-long training, the 10-week internship started. When I hit my desk, I was placed in a cubicle with all other interns. As I hoped, I was placed in a team which mainly conducts mergers and acquisition. Basically, we were advising companies which are looking to acquire another company or seeking to sell their company to buy or sell at an ideal price, which would yield the most return for our client corporates. The work itself sounded so much fun, and the initial work I did was generally in the range of my realm of my knowledge, so not much challenge was involved. There were a lot of gathering among the interns, and we had a lot of sessions with senior mentors about the firm and how we should change our mindset towards serving our clients with the best advice. However, when my internship headed towards week 3, the associate and the analyst in my team came up to me and said that I should now really get involved in active life transactions so that I can prove that I'm capable enough to join the firm as a full-time employee. I felt I was ready for it, so I started working on the life transaction. Now that's when the door to hell opened up to me. Working on the transaction was a totally different story. My seniors were giving me tasks which seemed impossible to be completed in a single day, and they were demanding me to finish the work by the next morning. For example, at 5 p.m., they asked me to draw up a 10-page PowerPoint by the next morning. But in order to draw those pages, I had to do a huge amount of analysis within Excel to derive key messages and extract numerical inputs that are required to put into the page. Just to give you a simple example, in order to draw a single introductory page on a company, you would need to do many things in advance. Number one, you would need to download the 10K filings from the SEC website, extract all the key numbers, including financial statements, business breakdowns, revenue split by region, profitability trend, number of employees, profiles on the management. And also, number 2, based on the data you extracted from the filings, you would need to do a trend analysis on the Excel to see whether the company is performing well or badly. And number 3, based on your findings, you would need to find the reasons why it was performing well or badly based on extensive news run. After you have done all those things, which takes hours and hours, you can only start putting together a 1-page PPT for your seniors to see. Now imagine doing that for 10 pages. No one can do this in a single day as an intern. When I try to find out why this is needed to be done by the next morning, basically, the client asked for it out of the blue and asked for it by the day after. So in order for the seniors to review and provide comments, which would generally take another day for me to turn the comments, I had to get it done by the next morning. Sometimes they would make me redo the whole thing because the analysis I've done really was not what they were looking for. Ouais, une dinguerie du travail en banque d'affaires. Je vais juste raconter une anecdote du point de vue client. J'ai travaillé à un moment donné pour une entreprise qui avait des mines d'or et on cherchait, donc dans le département stratégie, on cherchait à faire soit des acquisitions, soit à vendre, bref, on s'intéressait à ce genre d'opportunités. Et on avait des banques qui travaillaient avec nous. Et je me souviens que mon boss me disait souvent, bah tiens, demande-leur un rapport là-dessus. Nous, on faisait des analyses nous-mêmes et lorsqu'on trouvait une cible qui nous paraissait intéressante, on demandait à une banque de nous faire une analyse pour le lendemain ou 2 jours après. Et mon patron me disait, c'est le jeu. Eux, ils travaillent pour nous gratuitement. Et le jour où on va vraiment faire une acquisition ou vendre, ce qui était leur but, c'est ce qu'ils ont fait au final, les fees, le montant des frais qu'ils vont prélever, qui s'élève à, je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête, 1, 2, 5% de la transaction, 0,5, quand c'est en millions, peu importe, ils vont se faire énormément d'argent. Et c'est là où ils vont se rembourser. Donc oui, il y a des demandes qui arrivent. Et tu peux avoir des demandes. Si le client demande quelque chose, et c'est là où on revient sur le customer service, il a dit serve clients. C'est serve clients to the extreme, c'est les clients qui ont le plus de demandes. Il y a énormément d'argent en jeu, donc ils veulent les meilleurs délivrables dans les délais les plus courts possibles. Hyper intéressant si t'es dedans. So the bottom line is, I figured out that in this industry, if the client asks us to do something, even if it may seem impossible, we somehow
had to get it done. Also, when there's a deal going on, the timeline is extremely sensitive depending on deal dynamics. For example, the bid date may be right around the corner, and the client may need to go through unexpected internal multiple procedures to get the approval to up the bid or prepare funding to acquire the company, which requires an extreme amount of work, which also gets thrown to us as well. One instance, I was working on a deck for my seniors, which was ultimately for the client, and after pulling an all-nighter, I finally came up with a draft of the presentation at around 10 a.m. the next day. I was drafting the email to send the draft deck to my analyst, and just when I was about to hit the send button, my phone rang, and it was the analyst who I was about to send the email to. He said, "Hey, change of plans. I'm with the client right now, and there's been so many changes in our strategy, so the deck you are working on is no longer needed." And he said, "Can you start working on another 10-page deck with a different message?" He said, "Please make sure to include the revised comps analysis and an updated precedent transactions table. Please send it to me by tomorrow morning." I said, "Sure, will do," and hung up, but so many thoughts just spiraled in my head. Dude, I just pulled an all-nighter and haven't slept for 27 hours, and you're expecting me to pull another 24 hours from here? That's over 50 hours with no sleep. And I was dead sure he knew that I pulled an all-nighter yesterday. But what choice do I have? I just got up, went home, which was like 5 minutes away from the office, took a brief shower, and came back. I couldn't take a nap because I knew that the moment I lay down in bed, I'll just pass out and not wake up for 10 hours. So that's the kind of life I had to live. Waouh. Ah, c'est fou. Bon, c'est pour ça qu'on est content que le café existe dans ce genre de situation. C'est une dinguerie, ça arrive pas tous les jours de faire des all-nighters, mais oui, ça arrive à 100% dans cette industrie. Si tu te dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai envie d'aller de faire de la banque d'affaires parce que ça va rapporter extrêmement d'argent. Oui, ça rapporte beaucoup. T'as des contraintes derrière. Alors, on va voir combien ça rapporte à la fin. Il va nous faire un petit tableau année par année combien il a gagné. La vidéo originale est plus longue, beaucoup plus longue, mais je l'ai réduite pour qu'on ait l'information en cours. Bref, oui, ce genre de période extrêmement dure arrive. Et ouais, écoute, si tu vas dans la banque d'affaires, tu sais à quoi t'attendre. To the 10-week period. The funny thing is, though everything sounds impossible, all the work somehow got done. Whether it's emergency staffings on a task to accelerate the work or begging the client to give us a few more hours to complete the promised task, all the time we somehow got it done. While doing my internship, Et juste, je fais un petit arrêt rapide. On va revenir sur son stage après. Tout va être fait dans les temps. Il y a un prérequis qui est d'être extrêmement bon sur Excel, PowerPoint et tous les outils que tu vas avoir. C'est quelque chose qui est sous-estimé à mon avis chez les étudiants et que moi-même j'ai sous-estimé avant d'arriver dans le monde du travail. J'ai appris sur le tas et tant mieux, et tu peux le faire aussi. Mais être extrêmement bon et rapide sur Excel et PowerPoint peut te donner un avantage monumental. Alors oui, je sais que maintenant avec les IA, tu peux faire des choses avec les IA, il faut absolument les mettre dans ton workflow et apprendre à les utiliser. Mais tu as des méthodes qui sont hyper fortes. Bref, il faudrait que je sais que c'est sur le pipeline depuis un bail, il faut que je fasse des vidéos sur Excel et PowerPoint pour vous donner juste les meilleurs conseils. Mais ce qui peut te faire aller beaucoup plus vite. Mais c'est une dinguerie. Enfin, si tu utilises, pour faire très simple, si tu utilises le clavier, si tu utilises la souris quand tu utilises Excel, 80% du temps, tu n'en as pas besoin. Et 80% du temps, tu peux aller plus vite sans la souris. Et ça va t'aider parce que si tu dois faire 24 heures de travail d'affilée, puis après 24 heures à nouveau, il vaut mieux que tu sois très rapide pour mettre 100 heures de boulot dans 50 heures de boulot en vrai. I kept on thinking to myself, am I happy? As I said, I enjoyed reading the news and had genuine interest in how the world worked and how companies and the market worked. I was doing that job, but only getting like 30 hours of sleep or even less every week was killing me. Even on my last day of my internship, when I was supposed to go back home, pack and go back to school, I pulled an all-nighter the day before. I was on the phone for like 8 hours with my director who was giving me instructions all night to make changes in a model. And by the time interns were saying goodbyes to their team members in the other side of the office, I had to tell the director on the phone that, "Sir, I think the firm is now shutting off all interns' computers and we need to leave." He kept on saying, "Let's just finish this tab before you leave." Anyways, that's how my internship ended. I came back to school and waited for the firm to call me on whether I actually got accepted as a full-time employee. In the meanwhile, I was thinking hard whether I should really go back to that place even if I got the offer. About 2 weeks after I finished my internship, the company called me and told me that I got the full-time offer. I told them that I'll get back to them in a day or two. I'll share more stories in the next episode. Là, il vient de nous raconter des histoires sur son stage, et c'est ce que j'adore, c'est que tu as le stage, puis après tu as les 5 ans, les 6 ans qu'il va passer en banque d'affaires, il va être payé plus de 400 000 $ par an, a priori, on verra ça à la fin, pendant sa période dans une de ces banques. Et c'est une dinguerie, c'est pour ça qu'on dit survivre en banque d'affaires, c'est
Tu ne vas pas là-bas par hasard, tu sacrifies ta vie personnelle pendant énormément de temps pendant cette période. Alors en vrai, tu peux quand même en avoir une, mais c'est généralement avec des gens qui comprennent que tu as un rythme de vie décalé, avec des gens qui font la même chose, typiquement. Mais ouais, c'est vraiment une question de survie. Tu n'y vas pas par hasard et tu n'y restes pas non plus par hasard. Tu restes, tu sais pourquoi, généralement l'argent, mais tu as un plan. Et là, ça va être maintenant donc plein d'anecdotes. La vidéo est un peu longue, je sais, je n'ai pas dit au départ, mais prends un café, prends un thé. Il va nous raconter plein d'autres anecdotes. J'ai gardé que les meilleures. Et là, c'est Brutal Things I Did to Be Paid $400,000 per year. Et les choses brutales, les choses difficiles que j'ai dû faire pour être payé $400,000 par an en grande banque d'affaires. Donc Goldman Sachs, Morgan Stanley ou JP Morgan. So after I got the phone call from the firm, I gave a lot of thoughts on whether I should go back into investment banking as my first job. The questions I kept asking myself was, number one, would I be happy working there? Number two, would I learn a lot working there? And number three, would I make a lot of money working there? The answer to question number 2 and 3 were yes, but I couldn't give a clear answer on the first question. Nonetheless, I decided to take the job. The reason I made up my mind was because, number one, I came to a conclusion that job, which has a yes answer to all 3 questions, don't exist. And number 2, I can decide to quit anytime after I join the firm. And number 3, investment banking opens up the door to many other opportunities which would allow me to shift my career towards other professions if I wanted to. So I decided to give it a shot. After I joined as a full-time analyst, things were actually okay than I expected. I was somewhat used to the job given the 10 weeks of extensive training I got from the internship, and I knew people around the office, so I had a sense of how things worked around the firm. But the stress you got as a full-time analyst came in 3 folds. Number one, there are infinite amount of things to learn. So even if you get more used to the job, you still find yourself pulling all-nighters now and then as you're demanded to do more work day by day. And number 2, you feel like you're consistently in a competition against other analysts. Investment banking tiers and ranks analysts every year, and based on the reviews and feedbacks that you get, they determine how much bonus you'll be getting. And this feedback really determines your market reputation, which impacts your recruiting for private equities or hedge funds down the road. Number 3, politics. Avant qu'on aille sur le numéro 3, donc sur les 2 premiers, tu as énormément de choses à apprendre. Ça, pour avoir parlé avec des gens qui sont dans l'industrie, c'est vrai, mais ça va être vrai la première année et demie, voire 2 ans. Tu vas continuer à avoir des choses à apprendre ensuite, mais vraiment, c'est la première année où tu apprends énormément et tu dois bosser comme un fou. C'est pas compliqué, tu dois bosser. Si tu vas là-dedans, il faut être prêt à sacrifier ta vie pendant 1 ou 2 ans pour arriver au niveau pour que tu sois confortable à faire tout ce qu'on te demande. Tu auras toujours besoin de bosser beaucoup, mais une fois que tu as la maîtrise de tous les outils, des connaissances financières, là, tu vas avoir un edge, tu vas être plus confortable tout simplement. Tu pourras avoir un boulot où tu travailles que 50, 60 heures par semaine au lieu de 80, 90, 100. Et pour le deuxième point, feels like an endless competition, c'est-à-dire que tu as une compétition avec les gens autour de toi. Oui, ça c'est vrai. C'est un milieu, on appelle ça up or out. Soit tu montes dans les rangs, soit tu te fais dégager au bout d'un moment. C'est comme en conseil en strat. Tu pourras pas y échapper. C'est un milieu qui peut paraître comme un peu cutthroat, c'est-à-dire des requins. Des requins partout. Bon courage si tu vas. Faut être prêt à ça. Tu as plusieurs manières de t'en sortir. En vrai, il y a un très bon livre là-dessus que j'ai là. Si jamais ça t'intéresse plus. The Way of the Wall Street Warrior. Comment conquérir le corporate game avec des tips, tricks et des smart cuts. Donc je te mets à l'écran. Hop. Le livre est vraiment très bien. Difficilement trouvable, mais très très bien. Bref, je te fais la promo pour un autre livre. Le but avec cette vidéo, ces témoignages ici, ces histoires et ce que je te donne, c'est que tu aies des ressources les plus utiles possibles et que tu aies des informations qui normalement ne sont pas accessibles. Donc on continue avec 3e, la politique. The work you do and your reputation around the firm depends heavily on who you work with. So if you work with capable seniors who gives clear guidance, has good connections around the firm, and always work on high-profile deals, you'll have a much better chance of being a top-tier analyst. This is because a senior with good connections and more say around the firm will most likely have the power to put in good words for you at the year-end discussions on bonus allocations. So in order to survive, I set a few principles of my own. A, always say yes to work. The only times when I would say no would be under severe circumstance. For example, if a senior wants me to get a work done in the next 3 hours, but I'm about to get on a 6-hour flight for a business trip, I'll inevitably have to say no. But even then, never say no, but ask the senior if I can get back to him in 6 hours instead of 3. That way, I can do the work during the flight and send it right after I land. B,
always think a step ahead from a senior's perspective. In order to do so, I always review my work once or twice more from the reader's perspective to see what kind of questions might pop up. For those potential questions, I either revise the materials to address those questions in the materials itself, or prepare a side material so that I can answer those questions right away. Whenever I had the chance, I tried to get coffee or meals with the seniors who I felt like had a lot of power in the office. I consistently appeared that I wanted to work with them as much as I can and try to build good relationships in the back scene so that I don't get rejected. Ouais, alors ça c'est extrêmement vrai, donc très, très beau conseil, le always say yes to work, dis toujours oui au travail. Ça dépend de ton objectif, mais si tu veux monter, que tu es dans un environnement comme celui-ci, bah, c'est une bonne strat. Mais ça va avec, et c'est extrêmement dépendant, du fait d'arriver à trouver des bonnes personnes. C'est-à-dire que plus tu t'entoures des bons managers, plus tu peux dire oui à leur requête parce que tu vas travailler plus avec eux. Alors, je me souviens, il y a une personne dans une entreprise, je vais les garder en... Bref, il y avait une personne, une senior manager avec qui je voulais absolument pas travailler parce qu'elle travaillait énormément, mais pour tout. Genre vraiment, si on devait, je sais pas, passer le balai dans l'appartement, elle va dire ah on va passer le balai dans l'appartement et puis ce serait bien qu'on passe le balai dans toutes les parties communes et puis aussi dans tous les autres appartements tant qu'on y est, comme ça ils seront tous au même niveau et puis même dehors et puis sur le bâtiment d'à côté t'es même waouh. Pourquoi ça sert à rien, si ça sera bien, ça sera beau et comme ça ah ouais mais demain il y aura de la poussière à nouveau, ah bah demain on recommence. Super, voilà. Si tu veux éviter de travailler avec des managers insupportables qui vont donner du travail pour rien, il faut absolument réussir à t'éloigner d'eux et te rapprocher le plus possible des seniors qui sont capables. Dernière anecdote, on y retourne. Il parlait juste avant de la line of command, donc des gens qui sont au-dessus de toi, donc des seniors en l'occurrence. C'est primordial. Avant 30 ans, trouve-toi des bons boss. Si tu travailles pour des bons boss, tu iras 2 fois plus loin, tu vas apprendre 10 fois plus et ça va être beaucoup plus agréable. Un exemple là, actuellement, j'ai beaucoup de chance dans ma carrière et je suis souvent parti quand il y avait des mauvais boss. Mais là, actuellement, je travaille pour le gouvernement australien. Et il y a eu des changements, des réorganisations. Mais j'ai fait comme lui, je m'entends très bien avec les gens qui sont super bons. Et les gens qui sont au-dessus de moi, t'as 1, 2, 3, et 3 personnes au-dessus de moi sont vraiment incroyables. C'était pareil dans mon ancien job. Et ça rend tout mais beaucoup plus simple. Là, je suis en train d'appuyer sur des projets qui m'intéressent énormément, sur tout ce qui est IA. Et oui, avoir une bonne chaîne de commande, ça change ta vie. Ça te rend plus heureux au travail, tu vas avoir plus d'indépendance, d'autonomie, enfin tout ce que tu veux peut quasiment être atteint avec le fait de travailler avec des personnes qui sont meilleures et pas avec les gens qui sont moins bons. Donc hyper important, et always think a step ahead, ça va te rendre encore plus valuable, ça va te rendre encore plus, comment on dit en français, donner une bonne image de toi, il y a une moto qui passe à côté, donner une bonne image de toi, le fait que tu sois, qu'on ait envie de travailler avec toi, et notamment que les bonnes personnes veuillent travailler avec toi. Now, those principles aside, work was extremely tough. For one instance, on the day before, I was given a task to complete by 6 p.m. the next day. I actually had a business trip which the flight was scheduled to take off at 8 p.m., so I sent the draft early at around 4 p.m. At around 6 p.m., my senior came back with comments and demanded that I complete it in the next 3 hours. Given it was 6 p.m. and my flight was taking off at 8 p.m., I only had 2 hours, and taking into account of the boarding time, realistically, I only had 1.5 hours to complete it. I tried to crush the work out of my way before getting on the flight in the lounge, but obviously I couldn't finish it in time. So I continued to work even after boarding the flight, and as the takeoff time came closer, the flight attendants were urging me to turn off the electronic devices. I didn't stop and continued with the work because I had to send the email out before the flight took off. By the way, there was no in-flight Wi-Fi back then, so I was relying on the hotspot Wi-Fi on my phone to search the data and put together the materials. The takeoff time was like imminent, and the flight attendants were almost screaming at me, and people around me were giving me looks, but I didn't stop. The plane even started moving slowly, and just before the plane wheels detached from the ground, I was able to complete the work and shut down my laptop. But even so, all throughout the flight, I was under severe stress as I was worried if there were any further comments on the materials. Luckily, I think I somehow got by. Another instance I remember... Quelle dinguerie quand même. T'es dans l'avion, t'es au bout du bout, et tu dois quand même envoyer l'email avant qu'il démarre. Alors, ça va te donner peut-être un peu plus de compassion pour les personnes qui ont toujours leur ordi à côté, qui bossent dans l'avion. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que j'ai des anecdotes pour vous là-dessus? Les seules anecdotes que j'ai par rapport à ça, c'est quand j'étais en Corée, donc je travaillais pour Total, et j'ai fait des week-ends, donc j'étais étudiant, c'était un stage, enfin un contrat à durée déterminée, un stage là-bas, et j'ai fait des week-ends au Japon et à Hong Kong, et je me souviens qu'il y avait du travail, donc ouais, jusqu'au moment où j'allais prendre
le taxi ou la voiture pour aller jusqu'à l'aéroport. Je travaille parce que je partais, j'avais pas beaucoup de jours de congé vu que j'étais en stage. J'en avais aucun d'ailleurs, je crois que j'avais eu quelques jours de récupération. Je crois que j'en ai eu 5 au total. Bref. Et donc, je devais partir tôt pour aller là-bas, genre vers 2h de l'après-midi, mais ce qui fait que je bossais comme un fou, je m'étais réveillé tôt et je voulais vraiment ne pas être en retard, répondre aux derniers emails qui arrivaient pour que quand j'arrive à nouveau le lundi matin, il n'y ait pas trop de choses à faire, parce que pareil, le lundi, vu que j'étais jeune et étudiant, je revenais à 9h30 du matin. Je crois que j'avais dû laisser mon ordinateur dans la voiture, peut-être à l'aéroport, un truc comme ça, et je me reconnecte et tu vérifies ce qui se passe. Faut être prêt à faire ce qu'il faut pour faut travailler. Mais bref, il a survécu comme ça et tu vois que c'est pas facile. Si tu veux travailler en banque, clairement, quand tu es sous ce genre de stress, est-ce que c'est une vie? Was when I was around 4th year into the job and was working on a high-profile M&A transaction with a private equity client. That client was a practically insane one, which did not give us a single minute of rest. One instance, I was working on a model on a Friday, and they had an internal meeting on the Monday of the next week, which required the model to be completed over the weekend. They were so desperate to finish the model that they actually took turns sleeping while I was consistently working in the office. So on Friday, I would complete the draft of the model and send it to the client at around 1 a.m. Then the client who was standing by in the office would provide his comments demanding it to be turned by 9 a.m. Then he would go to sleep. I pulled an all-nighter and sent the work by 9 a.m. And just as I was about to go home on the Saturday morning, another person who took turn with the other guy and standing by in the office would call me providing live comments and demanded the comments to be turned by early afternoon the same day. Then the guy would leave the office and the other guy who was there yesterday night would come back after his sleep and stand by for me to send them the draft. This went on and on over the weekend and I ended up only having the chance to go home on Monday afternoon. So from Friday until Monday, I never left the office. Sounds crazy, doesn't it? But it really happened. Ça peut clairement arriver et ouais, la pression que tu as des deux côtés, hein. Tu es l'entreprise, tu embauches quelqu'un pour faire une fusion-acquisition, ça doit se faire maintenant. Après, le fait qu'il était tout seul, ça m'étonne un peu, j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir plus de personnes avec lui, mais ouais, il faut être prêt à faire ce genre de choses. Mais après, donc là, il va faire un nouveau chapitre, mais juste avant ça, ce genre d'histoire arrive, mais pour avoir parlé avec des gens en banque, tu peux en avoir beaucoup, mais mine de rien, tu vas toujours les dire quand ça t'arrive. C'est comme, moi j'ai travaillé en chiffre de nuit, je vais en parler, j'ai fait des semaines où je faisais 6h du soir, 6h du matin, y compris les week-ends, bref, on avait un rythme de rotation bizarre où c'était 7 jours d'affilée, donc c'était en décalage avec le week-end, tu avais 3 jours de week-end, puis 7 jours à nouveau, 4 jours de week-end, 7 jours, etc. Enfin 7 jours, 7 nuits. Et tu faisais 12 heures de jet lag toutes les semaines. Bon, je l'ai pas fait sur une longue période, je l'ai fait quelques mois, tout au plus. Donc, et pourtant, ça m'a marqué. Quand tu le fais, ça te marque, et c'est pareil pour eux. Mais c'est presque un badge d'honneur et le fait de l'avoir fait te met dans un groupe de personnes qui est capable de le faire. Vu que tu l'as fait, les gens savent que tu es capable de le refaire. Et ça aide énormément dans le travail. Plus personne va remettre en question le fait que tu sois capable de travailler des longues heures. Ce qui aide lorsqu'il faut choisir quelqu'un, par exemple, pour un bon poste ou pour un projet intéressant où on veut vraiment que ça soit délivré. Eh bien, tu vas choisir qui est la personne qui n'en a jamais fait mais qui dit qu'il est motivé ou la personne qui l'a déjà fait 10 fois au moins et qui a les mêmes compétences. Et tu vas prendre celui qui est déjà fait. T'as un peu un biais quand tu entends ces histoires-là. Ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Et maintenant, on passe sur un extrait. Là, il reste encore 2 extraits. Le dernier, je crois que c'est le combien il gagne. Et pourquoi est-ce que tout le monde le détestait, tout son entourage le détestait lorsqu'il travaillait en banque d'affaires. As I said in my previous episodes, basically I was getting sandbagged, hammered, and smashed every day at work. But another thing that was really giving me a hard time was that my world outside of work was collapsing. As an analyst, I was working around 80 to 100 hours a week on average, and when you work that much, there's basically no time to take care of other shit. It's impossible to make prior dinner arrangements with your friends and family, and even if you do, there's a good chance that something might pop up right before the dinner, so that you just can't make it to the dinner. So my strategy was just not make any prior arrangements on a weekday, and even on weekends, I usually just made myself available for Saturday brunch or lunch. Now, thinking about it, I think there were some times when nothing urgent actually came up over the weekend. But because I refused to make any appointments with friends and family, I just ended up staying home and just playing video games or whatever. I think the mentality there was that given the chance of work popping up was not zero at all times, from a certain point, I started feeling a
lot safer just hanging around by myself and just eliminating any chances of pissing off other people by canceling lunch or dinner a few minutes before the meal time. So the bottom line is, I was pissing off my friends and family one way or the other. Now, one thing I realized about human beings is that if you make 5 lunch or dinner plans with somebody and you cancel it once right before, after making it 5 times on time, that one time you canceled is what people are going to remember and keep complaining about. I mean, it's understandable given I just screwed their precious weekend or dinner times, but from my perspective, I was sparing my precious free time to spend time with very selected few people, but my genuine intentions were just forgotten and dismissed quite quickly. I don't blame them, but I just started avoiding everyone outside of work from a certain point. So, ouais, c'est un peu le dilemme du prisonnier à ce niveau-là, et mes versions avec ses amis, où, comme il dit, et c'est vrai, hein, pour l'avoir vu avec des amis qui sont conseillers en strat ou en banque d'affaires, oui, ils peuvent annuler au dernier moment, et je comprends que tu puisses pas leur en vouloir, parce que eux, c'est le seul moment qu'ils ont pour être avec des amis. Donc, l'effet inverse, c'est que si tu as des amis qui sont dans ce métier-là, je pense qu'il faut être un peu compréhensif, parce qu'en effet, ils ont peu de temps, et que eux, s'ils disent oui à des plans avec toi, s'ils sont là déjà, c'est incroyable. Et toujours le rappeler. J'ai un très bon ami qui travaille en strat, il est directeur stratégie maintenant. Quand je l'appelle, je sais que je vais l'appeler 2-3 fois d'affilée, que je vais mettre 2 semaines à l'avoir au téléphone, juste je fais un coup de fil, il décroche pas, c'est pas grave. Et à un moment donné, il va décrocher, je l'appelle vers 10-11 heures du soir, parce qu'il sera sûrement en train de bosser, mais au moins à ce moment, il aura peut-être fini. Et quand il décroche, je vais jamais lui dire « Oh, t'as pas décroché avant ?» Bah non. Mais non, je sais qu'il est occupé. Moi aussi, je suis occupé. Il peut m'appeler, je vais pas répondre, je suis occupé. Donc il va raccrocher, je vais dire « Ah, trop cool, autant de t'avoir au téléphone, tu bosses plus, t'en es où ?» Et une fois sur deux, c'est il est 10h du soir, hein, 11h. Ouais, non, mais j'ai fini un truc là, je devais juste réviser d'autres trucs, enfin préparer d'autres docs, mais vas-y, chaud pour parler, et je vais aller dîner comme ça. Et on parle, et c'est trop cool. Donc, je comprends le. Voilà, c'est comme ça que tu gardes des amis qui sont dans ce genre de milieu, c'est. Leur en veut pas si les plans sont annulés, c'est le métier qui fait ça. Et l'autre chose pour toi, si tu veux bosser en banque d'affaires, c'est qu'il faut s'attendre en fait à ne traîner in fine à la fin qu'avec des gens qui sont dans ce genre d'environnement ou qui comprennent ce genre d'environnement. Parce que les contraintes sont très très dures. Mais c'est pareil pour d'autres métiers, hein. C'est pareil pour les gens qui travaillent en construction, c'est pareil pour les médecins qui sont de garde, c'est pareil pour les militaires. Tu as énormément de contraintes qui ne sont pas celles du 9 to 5, du 9h 5h de beaucoup de gens en grande ville. Outside of work, my relationships were falling apart. But even at work, things weren't always happy either. Now, while working in investment banking, one thing I had to endure was the layoffs. Now, I was lucky enough not to get laid off from my job, but I had to experience 2 major layoffs in the office. The layoff process was really shocking. So what happens is this. Somehow on the day the layoff happens, everyone somehow knew that it was a layoff day. I think there are some people in the investment banking division who had connections with people in the HR department, and the words generally spread a few days before. When the day comes, people came into the office earlier than usual and just sit at their desk, kind of pretending to do work. Then from around 10 a.m., some people in the office start getting calls on their desk from an unknown number, which they have never seen before. People who get the calls would stand up and go out the door. Then they would just never come back. After a few hours, security would come up to his or her desk and start packing everything on their desk in a box and just leave with those boxes. Hearing from the people around the office, what happens is the people who call the desk are the HR people. The person who gets those calls would be told to come to a conference room on a different floor, and in the conference room there would be some HR people and the head of the group. In our case, the head of our investment banking department. They would just read out the stuff on a piece of paper which just says that effective immediately you're laid off and all your mobile devices and computers will be shut off. Then you'll be guided towards the exit of the building and will never be able to come back in again. Then the security would just pack your stuff and send it to your home address through DHL. Now, hearing from my peers, the reason you get guided towards the exit immediately rather than having even some time to come back to your desk, pack your stuff, and say goodbye to people is because there were some instances in the past where people who got fired came back to the office and just made a big scene, like breaking things and screaming and shit like that. So that was how the system worked. Anyways, so that's kind of... Ouais, et ça pour tout ce qui est se faire virer. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis on te permet pas de revenir à ton travail? Théorie des jeux. S'il y a 1% de chance qu'il y ait quelqu'un qui fasse une scène et qui fasse chier tout le monde,
tu prends pas cette chance, tu fais partir tout le monde avant. C'est pas humain, oui, mais c'est compréhensible d'un point de vue de théorie des jeux et de logique rationnelle d'entreprise. Pour ce qui est d'être viré, etc., bon, période très dure en plus, et là il va continuer sur... Je trouve ça intéressant cet aspect psychologique, parce que survivre à un travail, c'est pas seulement survivre au boulot lui-même, c'est aussi survivre à ta vie, qui est formée par les gens autour, les gens intérieurs. Mais sur l'aspect de tout ce qui est gens qui sont virés, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne où on analyse justement des appels où des personnes sont avec des RH et qui leur disent c'est fini. Et je pense que je mettrai d'ailleurs une vidéo à la fin de celle-ci. À la fin de cette vidéo, il y aura, ça reliera vers une histoire d'une personne qui s'est fait virer, comment c'est passé pour eux. Mais c'est très classique. Ce format-là est très très classique. Et encore plus en banque d'affaires, où, vu que il y a une saisonnalité avec le climat économique et que tu l'as vu, tu as des crises, tu as des burns et des spikes, tu as plein de moments où tu vas avoir des licenciements en banque d'affaires. Et c'est dur à gérer quand tu es là. Actuellement, au gouvernement australien, il y a une réorganisation. C'est-à-dire que les équipes changent, bref, c'est à cause de la politique. Et un parti qui s'est fait élire, et ils ont dit qu'ils allaient virer plein de gens. Ils ont viré des directeurs, des sous-directeurs, et maintenant ils arrivent aux personnes qui ont mon grade. Il y a 700 personnes qui, à peu près dans le même panel que moi, qui vont se faire virer. Et tu as différentes façons de le prendre. Alors, on pourra en parler sur notre vidéo, mais il y a des meilleures strates, et bon, une fois que tu es dedans, de toute façon, vas-y à fond. Kind of how my life was in investment banking. But as I said in my previous videos, I continued to keep my principles, which were, number one, always say yes to work. Number two, always think a step further from a senior's perspective. And number three, try to get coffee or meals with the seniors who I felt like had a lot of power in the office. On top of the three principles, I really dedicated myself hard to work and really didn't care about anything else. Though I was destroying some parts of me, like my relationships with my family and my friends, mental health, interests outside of work, my devotion to work did pay off. For 6 years straight in investment banking, I was selected as the top performer in the entire region, and not only did I get so much recognition in the office, but I also got top-tier bonuses every year. Mais tu vois le prix à payer. Tu vois le prix à payer pour être le meilleur en banque, il faut que tu sacrifies tes passions, tes hobbies, ta vie, ta famille, tes amis. C'est beaucoup, et vu que tu es en compétition avec des gens comme lui, tu peux pas faire sans. Enfin, tu peux pas être au même niveau d'excellence. Tu peux être dans la cohorte, mais tu peux pas être le meilleur sans faire ce genre de choses. Hormis être un génie, et tant mieux pour toi si tu l'es. Je pense qu'on est tous quelque part, on a tous des zones de génie. Mais bref, c'est un autre sujet. On continue avec pourquoi est-ce qu'il s'est mis à haïr tout le monde et pourquoi est-ce qu'il est parti de la banque d'affaires. The main reason I decided to move on was because I felt like I was building too much animosity towards the world. As I said in my previous videos, I basically had no time to take care of myself and my family and friends. Whenever I had no work, I ended up staying at home playing video games and just chugging down whiskey all by myself because I was too worried that any time during the day my BlackBerry would just ring and work might pop up. I also hated good weather because this means that people are going out to the beach or mountains to chill while I was still in the office. I also hated vacation season because I was never fully detached from my work, and there were people who demanded me to work even when I was away on holidays. This eventually led me to just not even go overseas for vacations because I hated the uncomfortable feeling of being away, while thoughts of work were consistently torturing me mentally. Basically, I felt like I was becoming a person who cannot get along with the normal world. Ah, c'est tellement toxique. Et tu choisis ta vie avec le travail que tu fais. Petite anecdote, j'ai fait le choix de venir en Australie à la fin de mes études parce que j'avais le rêve australien de pouvoir surfer avant le travail et d'avoir un boulot cool et une belle carrière malgré le fait d'être près de la mer. Et c'est un choix de hated good weather. Tu vois, hier soir, hier soir, il y avait un temps parfait, il faisait beau, je suis à 5 minutes de la plage. Et à 5h, voire même 4h45, j'ai fini un peu plus tôt. J'ai pris ma planche et je suis allé dans l'eau. Et c'était incroyable, tu voyais le ciel qui... Parce que nous, le printemps arrive, donc vers 5h30, 5h45, le soleil se couche. Et tu avais des couleurs de violet, de bleu foncé. Quand tu es dans l'eau avec le soleil, la lune plutôt en haut, blanche au milieu, c'était un spectacle magnifique. Des gens super sympas dans l'eau, tu retrouves des potes. Et ouais, tu choisis ta vie. Tu peux aller en banque d'affaires et faire 10 fois plus d'argent et devenir millionnaire à 30 ans. Mais tu vas sacrifier beaucoup de choses. Alors après, c'est un calcul.
T'en as qui disent tu fais ça pendant quelques années et derrière tu t'en vas comme lui il est parti et il s'est acheté une maison, des propriétés, des investissements et il est set for life. Donc c'est pas un mauvais calcul, absolument pas. C'est juste et les informations avant de prendre ta décision et fais ta décision en fonction. Et comme il a dit au départ, c'est toujours possible de démissionner, de partir de ton travail à un moment donné si c'est trop, quitte à refaire un autre job derrière. T'as tellement travaillé, c'était tellement dur, t'as tellement appris que tu seras meilleur que beaucoup d'autres personnes dans beaucoup d'autres industries. Ah, pardon. Et là, cette petite jump, on arrive sur la vidéo, il va parler de tout combien il a fait d'argent en banque. 2010s. So the pay is obviously a bit different from now given the inflation and all that. So please take that into consideration. Also, all numbers are pre-tax numbers and some numbers are approximate figures given I couldn't find all the exact records. So starting off with first year analyst phase, the base salary which I started was $70,000 US. Now on the cash bonus, during your first year analyst phase, there's actually no formal bonus, but there's a thing called a stub bonus, which is paid around 6 months after you start working. Basically, this bonus is just a token of gratitude from the firm for your service, and there's no distinguishment among the peers given the limited period of time to assess how good you are. Now, et petit calcul rapide, parce que là on est en dollars américains, donc on va voir 90 USD égale euro, et on est à peu près à 77. Donc là, ça veut dire, c'est équivalent à 77 000 euros. Alors, j'ai pas fait la conversion avec l'année à laquelle il a fait ça, mais c'était 90 000 dollars maintenant, alors, ce qui est sûrement plus comme 120, donc 120, ça ferait 100K en première année, 100K euros. Alors, en comptant l'inflation. Donc, c'est énorme. C'est énorme. T'imagines, ça va faire qu'augmenter. Mais oui, ça gagne très bien. Going into the second year analyst phase, your base salary increases by $10,000. To cut it short, I got $68,000 in total as my first full year cash bonus, and so my total comps for the year was $148,000 US. Going into the third year analyst phase, my base salary was raised to $90,000. Now the bonus I got was $78,000 US, making it a total of $168,000 a year. Now, after 3 years of analyst phase, you move on to become an associate. Now, after you turn an associate... Alors, juste pour info, j'ai vraiment beaucoup coupé la vidéo pour garder que les meilleures parties, donc là ça va très très vite. La vidéo originelle, vous pourrez aller la voir, il y aura le lien de la chaîne en description à la fin, mais c'est beaucoup plus long. Mais là, 170 000 dollars en troisième année, on va dire que tu as plus de 200 avec l'inflation, voire 250, ça fait 220K euros. Au bout de 3 ans, t'imagines, tu sors d'école, t'as quoi? T'as 24, 23, 24, donc t'as 26 ans, t'as 200 000 euros par an. C'est une folie, tu peux t'acheter une maison pour ça dans plein d'endroits, ou en tout cas, tu peux, avec le salaire des 3 premières années, tu peux clairement, même en économisant 80%, t'acheter une maison, c'est une folie furieuse. Donc oui, tu gagnes énormément, et là ça continue, ça va encore plus augmenter sur les 3 années suivantes. This is when you really start to make a lot of money. First of all, my base salary was $140,000 US. This was a $50,000 jump from your analyst base salary, so this was a huge increase compared to what you used to get. Now, in my first year associate phase, I also got a top tier performance evaluation and got a bonus of $94,000 US. Also, when you turn an associate, you get a thing called a signing bonus. Basically, this bonus is given to all associates, but it requires you to stay with the firm for at least 1 year. If you leave before then, the firm will actually claw back the signing bonus. So my total comps for the year was $274,000 US. Insane. Going into the second year associate phase, my base salary was $160,000 US. Cash bonus I got in my second year analyst phase was $71,000 US. Okay, now going into the third year associate phase, my base salary was $180,000 US. This year, I got the biggest bonus across the entire 6 years of my time in investment banking. The bonus I got this year was $150,000 US. Now, given the low bonus I got in my second year associate year, this bonus seems super high, and while I was already planning on leaving the firm, I remember that I was super happy with what I got. But I hope it was informative for all of you watching, and I'll be back with more videos very soon. Et waouh, 330, mais que tu fais le top, 250, 650, il a plus d'1 million, en cash en 6 ans. T'as qu'à moins de 30 ans, t'as eu plus d'1 million en cash, en net. Et si vous voulez plus de vidéos, donc la chaîne Defiant Gatekeeper est très sympa, il y a plein de bonnes vidéos. Et si ça vous intéresse, je pourrais analyser d'autres de ces vidéos que je trouve cool et pareil faire un effort de montage pour
enlevez plus de la moitié de la vidéo et vous gardez que le meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, à l'écran, il y aura une vidéo qui s'affiche avec quelqu'un qui s'est fait virer, son histoire, comment ça s'est passé en vrai. Parce que c'est parmi les meilleures histoires pour éviter que ça nous arrive et puis même pour comprendre comment les choses fonctionnent. Merci d'avoir regardé, excellente journée à toi et à très vite.